On passe maintenant donc, à l'intervention de M. Simoni El-Mahni, président donc, de la CNAM, sur le projet du CNAM de la mise en place du mode d'exercice médical sous la forme d'une société d'exercice libéral. Merci. Des cabinets médicaux dans le secteur libéral. En effet, nous avons atterri à cette conception, à cette réflexion, parce que nous avons pu constater au cours des dernières années l'absence de sécurité d'emploi dans le secteur libéral des médecins. Nous avons été confrontés à gérer des situations de précarité à l'occasion d'une maladie, de difficultés, de décès, suite dans le cadre familial, et nous avons été amenés à aider ponctuellement certains médecins. Nous avons aussi pu constater au cours des dernières années ce montage particulier pour les centres de radiologie qui sont acceptés par certaines recettes fiscales. Et sous la pression de collègues qui nous demandent de créer ce mode d'exploitation et des syndicats, nous avons commencé la réflexion et nous avons vu autour de nous qu'effectivement, les avocats l'avaient déjà prévu dans leur législation et exploité sous forme de société. Les experts comptables. Nous avons vu un peu plus loin la France. On est très souvent très imprégné de ce qui se fait là-bas et on essaie de l'adapter à notre contexte tunisien. En effet, la France l'a déjà adopté dans un décret relatif à l'exercice en commun de la profession de médecin sous la forme de société d'exercice libéral depuis 1991. On s'est dit, pourquoi ne pas emprunter ce chemin et continuer la réflexion et la mise en place de ce mode. Dès le départ, parce qu'en écoutant notre ami l'avocat, je me suis dit, ça y est, on est scellé de partout, on ne peut pas bouger, on ne peut rien faire. Oui, on avait cette impression. Et la législation, je le dis dès le départ, la législation a été faite en grande partie par nous. Hein. La profession, c'est nous qui avons, et je vais revenir à la fin pour dire que les experts en la matière et les gens du ministère des Finances nous avaient dit, c'est vous qui vous êtes astreints, à ne pas exercer. Donc je reviendrai sur cet aspect, c'est-à-dire que nous, on peut changer tout ça au fur et à mesure. Donc dès le départ, je vais vous dire que l'article 16, on ne va pas déroger à cet article 16. La médecine, on va continuer à l'exercer comme avant. Dans le cadre civil et l'objet civil, on va soigner dans les limites de ce rapport particulier patient-médecin. Et elle va se faire dans ce contexte. La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce et tous les procédés directs ou indirects de propagande et la publicité sont interdits aux médecins. Ça, on ne va pas le changer et j'insiste là-dessus. Notre exercice est en grande partie organisé par la loi 91-21 et par le code déontologie. Je passe rapidement, ça a été dit, on exerce la médecine de libre pratique dans le cadre de cabinets individuels, dans le cadre de cabinets de groupe mono ou pluridisciplinaires, ou dans le cadre de sociétés civiles professionnelles. Civiles professionnelles, là aussi, mono ou pluridisciplinaires. Pourquoi on se regroupe, en fait, d'une façon générale? On se regroupe parce qu'on a intérêt à mettre en commun ce processus pour l'amélioration de notre organisation matérielle. Et nous faisons ça pour mettre en commun des équipements professionnels et mettre en commun ces locaux pour qu'on améliore notre exercice et qu'on puisse répartir peut-être mieux les dépenses et améliorer notre exercice.
avec la possibilité, s'il s'agit d'un groupement de médecins dans la même spécialité, de mettre en commun les honoraires. Ce qui n'est pas très conseillé et même interdit si on exerce des spécialités différentes dans la même société civile professionnelle. Quelques règles particulières à l'exercice, et c'est très important, il faut le dire, que l'exercice de la médecine dans le cadre d'un cabinet de groupe ou d'une société civile professionnelle, donc dans un cadre de groupement de médecins, doit tenir compte du respect de l'indépendance professionnelle de chaque médecin. Ça, c'est capital, quel que soit le mode, on est associé, mais chacun doit garder le respect de l'indépendance et son indépendance professionnelle. Qu'on doit garder la liberté de choix du médecin par le malade. C'est très important. On n'est pas obligé d'imposer aux patients. Et on est obligé, dans le cadre de cette association, d'établir un contrat écrit définissant les moyens d'exercice et définissant les droits et les obligations des médecins concernés. Le contrat devrait bien sûr être visé par l'ordre des médecins. C'est l'article 89 du Code déontologie. Dans les cabinets de groupe et dans les sociétés civiles professionnelles, l'exercice de la médecine doit rester toujours personnel. Dans tous les cas, même la concertation, quand on est dans une société civile, plusieurs donc spécialistes, quand on se concerte, ça ne doit pas influencer et ça ne doit pas dégager d'honoraires supplémentaires donc facturés aux patients. L'article 90. Les groupements de spécialistes. Un cabinet de groupe, ça aussi ça a été cité tout à l'heure, un cabinet de groupe réunit 2 ou plusieurs médecins omnipraticiens spécialistes de même spécialité ou de spécialités différentes ou de disciplines différentes. Et les groupements de spécialistes de disciplines différentes peuvent être constitués à l'exclusion de la radiologie et de la biologie. On ne peut pas être prescripteur et fait par l'un des membres de la société, ça risque de générer des conflits d'intérêts. Toutefois, pour les centres de diagnostic, les groupements de radiologues et de biologistes peuvent être constitués entre eux, les radiologues ensemble et les biologistes ensemble. Quelques restrictions dans le code déontologie. Quand on est associé, quand on exerce au sein d'une société civile professionnelle, donc sa profession libérale, un associé ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale, sauf à titre gracieux, ni être membre d'une autre société civile professionnelle de médecins. S'il est associé, il doit, effectivement, et c'est l'article suivant qui le dit, il doit consacrer tout son temps et toute son activité professionnelle pour cette société civile. Et la société doit avoir une résidence professionnelle commune. Bon, je le dis, on a été amené dans des circonstances particulières à accepter que la société, les sociétaires, en fait, qui appartenaient à 2 groupes différents, lorsqu'ils constituent une société civile professionnelle pour essentiellement les équipements lourds, très lourds comme l'IRM, la possibilité d'être dans 2 sociétés et ne pas être donc domicilié à la même adresse. Voilà, on arrive, ça c'était ce qui existe et très très rapidement dans notre législation, dans notre code déontologie. On assiste à cette vision nouvelle, de cette nouvelle forme de gestion. J'insiste beaucoup de la forme de gestion, beaucoup plus que l'exercice. Parce que, je vais le dire sur la diapo suivante, c'est qu'il y a 2 entités, il y a l'exercice, il y a la gestion. Mais déjà, nous avons pu constater au cours des dernières années que des mutations sont en train de s'opérer dans l'exercice de la médecine moderne. Cette médecine moderne qui devient de plus en plus technique. Cette médecine moderne qui nécessite des investissements assez coûteux au niveau des équipements, mais qui nécessite aussi des charges élevées en personnel qualifié qui rendent nos cabinets médicaux de vraies entreprises économiques. Sachant que déjà nous exerçons dans le cadre de cabinets de groupe et de sociétés civiles professionnelles, on s'est dit pourquoi ne pas franchir le pas et aller un tout petit peu vers l'avant.
sachant que, comme je l'ai dit, il y a cet exercice, le cadre, l'entité, c'est l'exercice qui reste l'objet civil, c'est cet exercice médecin-malade qui respecte toutes les règles déontologiques et éthiques de notre profession, et le cadre dans lequel se fait et la gestion qui peut être considérée, qui peut être donc traitée sous la forme de société commerciale. Nous avons discuté, nous avons commencé à élaborer des projets. En 2016, nous avons consacré une réunion de coordination. La réunion de coordination réunit les ordinaux, toute la famille ordinale, le conseil national, les conseils régionaux, et nous avons consacré une séance à cette forme donc commerciale comme on l'abordait. Et on a fini par adopter en 2018, après une large concertation avec les conseils régionaux, cette décision du Conseil national portant sur l'exercice en commun de la profession de médecin sous la forme de société d'exercice libéral. Nous sommes basés sur les références juridiques médicales qui régissent notre profession, mais aussi sur les références juridiques qui intéressent le registre du commerce, le code de commerce et le code des sociétés commerciales. Et nous avons opté pour cette société d'exercice libéral à responsabilité limitée. Effectivement, au départ, nous sommes beaucoup inspirés de ce qui s'est fait outre-mer et particulièrement en France, où cet exercice est bien codifié sous cette forme. On s'en est inspiré. Et d'ailleurs, l'un des articles, j'ai donc enlevé les articles et la dénomination, mais cet article est emprunté directement du Code des sociétés commerciales. Qu'est-ce qu'il dit cet article? La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'affecter en commun leur apport en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourrait résulter de l'activité de la société. Ça s'applique à nous. Et toute société commerciale donne naissance à une personne morale indépendante de la personne de chacun des associés à partir de la date de son immatriculation au registre du commerce. Toutefois, dans la société unipersonnelle à responsabilité limitée, la société est constituée par un associé unique. Effectivement, pour les sociétés d'exercice libéral unipersonnel, une personne physique ne peut, il y a quand même des règles, ne peut être associée unique que d'une seule société unipersonnelle. Et une société unipersonnelle, société d'exercice libéral unipersonnel, ne peut pas être détenue, ne peut pas être par un associé sous la forme d'une personne morale. La société unipersonnelle à responsabilité limitée est une société commerciale par sa forme, quel que soit son objet. Et la société doit être immatriculée, comme ça a été dit, au registre du commerce du tribunal dans un délai de mois. Et l'immatriculation se fait par le dépôt des statuts de société et des documents prévus par la loi relative au registre du commerce. Quelques restrictions, j'en parle. Un associé, c'est comme dans la société civile, un associé ne peut exercer sous cette forme, ne peut exercer la profession de médecin qu'au sein d'une société d'exercice libéral et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle. Exception dans le cas où l'exercice de sa profession est lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe ou à l'acquisition d'équipements ou de matériel soumis à autorisation ou qui justifie des utilisations multiples. Là, on peut déroger et lui permettre la possibilité de travailler au sein de deux sociétés. Bien sûr, la société qu'on va former doit avoir, une fois constituée, ne peut être constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre des médecins. Et la demande d'inscription de la société d'exercice libéral de médecins est présentée collectivement par les associés. Le tableau de l'ordre comporte en annexe
la liste des sociétés d'exercice libéral de médecins avec les indications suivantes. Le numéro d'inscription de la société, la dénomination sociale de la société, le lieu du siège social, nom de tous les associés exerçant au sein de la société et le numéro d'inscription au tableau de chacun d'entre eux. De l'autre côté, le nom de chaque associé sur le tableau est suivi de la mention membre de la société, de la dénomination sociale et du numéro d'inscription de la société. Donc, on va gérer deux tableaux, individuels et un tableau des sociétés. On en arrive à la détention de parts. Justement, dans le cadre des sociétés civiles professionnelles, la détention, c'est par des médecins en exercice qui exercent la profession. La nouveauté, ça a été critiqué par notre ami l'avocat, mais effectivement, la nouveauté, c'est qu'on veut introduire la possibilité qu'il y ait une détention d'une petite partie du capital social par des non-médecins. Je vais m'expliquer. Mais la détention du capital le plus important reste détenue dans le cadre de cet apport par les médecins exerçant dans la société. La majorité du capital est détenue par les médecins exerçant dans la société. Par contre, les médecins en état de non-exercice, les médecins à la retraite, peuvent détenir des parts sociales, mais dans la limite du tiers du capital. Quant au quart tout au plus de la société, peut être détenu par des non-médecins, à l'instar des membres de la famille des médecins en exercice, par exemple. Donc nous avons réduit, contrairement à la France, effectivement, où ils mettent ces 49% la possibilité, nous en avons mis à un niveau maximum d'un quart, pour préserver l'exercice de la médecine dans le cadre donc des exerçants principalement. Et justement, cette approche va nous permettre, peut-être dans le cadre où il y aurait un décès d'un des membres de la société, de pouvoir laisser une part limitée effectivement à 25% pour ses héritiers. Et là, c'est une forme de solidarité, une forme de reconnaissance pour les héritiers du médecin qui décède et qui était donc en pleines activités. Donc, je l'ai dit, les héritiers qui succèdent aux médecins associés qui décèdent, ou l'associé lui-même qui cesse volontairement d'exercer la profession dont la société peuvent bénéficier du statut d'associé pendant une durée ne dépassant pas 2 années à compter de la date du décès ou de la date de cessation d'exercice. Mais, au-delà de cette date, ils doivent obligatoirement proposer la vente de ces parts aux associés en exercice, tout en ayant la possibilité, s'ils étaient majoritaires par exemple, de garder quand même une petite part pour les héritiers non médecins. La dénomination, tous les documents de la société doivent comporter la dénomination sociale de la société. Et quelques donc, restrictions et cas particuliers, les sociétés professionnelles ayant la forme commerciale ne peuvent se livrer dans le cadre de leur objet à aucune activité professionnelle, sauf par l'intermédiaire de l'un des médecins associés en exercice. C'est-à-dire qu'on ne permet pas qu'il y ait des médecins sociétaires associés non en exercice. Ce qui nous ramène que les médecins associés en situation de non-exercice ou de retraite ne peuvent, dans le cadre de l'activité de la société, entreprendre aucune prestation de soins. La qualité d'associé aussi, là, elle est incompatible avec l'exercice d'une autre profession, comme pour toute autre forme d'exercice. On ne peut pas être actionnaire dans une société de conseil, dans une société de promotion de tels produits qui rentrent dans le cadre de notre exercice et être donc, il y a un conflit d'intérêts, c'est interdit et c'est punissable et c'est donc condamnable. Les membres aussi du conseil d'administration et les gérants de la société professionnelle et les membres du conseil de contrôle doivent figurer, doivent être parmi les médecins. Enfin,
pour dire que les experts en la matière et les gens du ministère des Finances nous avaient dit c'est vous qui vous êtes astreints, à ne pas exercer. Donc je reviendrai sur cet aspect, c'est-à-dire que nous, on peut changer tout ça au fur et à mesure. Donc dès le départ, je vais vous dire que l'article 16, on ne va pas déroger à cet article 16. La médecine, on va continuer à l'exercer comme avant. Dans le cadre civil et l'objet civil, on va soigner dans les limites de ce rapport particulier patient-médecin. Et elle va se faire dans ce contexte. La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce et tous les procédés directs ou indirects de propagande et la publicité sont interdits aux médecins. Ça, on ne va pas le changer et j'insiste là-dessus. Notre exercice est en grande partie organisé par la loi 91-21 et par le code déontologie. Je passe rapidement, ça a été dit, on exerce la médecine de libre pratique dans le cadre de cabinets individuels, dans le cadre de cabinets de groupe mono ou pluridisciplinaires, ou dans le cadre de sociétés civiles professionnelles. Civiles professionnelles, là aussi, mono ou pluridisciplinaires. Pourquoi on se regroupe, en fait, d'une façon générale? On se regroupe parce qu'on a intérêt à mettre en commun ce processus pour l'amélioration de notre organisation matérielle. Et nous faisons ça pour mettre en commun des équipements professionnels et mettre en commun ces locaux pour qu'on améliore notre exercice et qu'on puisse répartir peut-être mieux les dépenses et améliorer notre exercice. Avec la possibilité, s'il s'agit d'un groupement de médecins dans la même spécialité, de mettre en commun les honoraires. Ce qui n'est pas très conseillé et même interdit si on exerce des spécialités différentes dans la même société civile professionnelle. Quelques règles particulières à l'exercice, et c'est très important, il faut le dire, que l'exercice de la médecine dans le cadre d'un cabinet de groupe ou d'une société civile professionnelle, donc dans un cadre de groupement de médecins, doit tenir compte du respect de l'indépendance professionnelle de chaque médecin. Ça, c'est capital, quel que soit le mode, on est associé, mais chacun doit garder le respect de l'indépendance et son indépendance professionnelle. Qu'on doit garder la liberté de choix du médecin par le malade. C'est très important. On n'est pas obligé d'imposer aux patients. Et on est obligé, dans le cadre de cette association, d'établir un contrat écrit définissant les moyens d'exercice et définissant les droits et les obligations des médecins concernés. Le contrat devrait bien sûr être visé par l'ordre des médecins. C'est l'article 89 du Code déontologique. Dans les cabinets de groupe et dans les sociétés civiles professionnelles, l'exercice de la médecine doit rester toujours personnel. Dans tous les cas, même la concertation, quand on est dans une société civile, plusieurs spécialistes, quand on se concerte, ça ne doit pas influencer et ça ne doit pas dégager d'honoraires supplémentaires, donc facturés aux patients. L'article 90. Les groupements de spécialistes. Un cabinet de groupe, ça aussi ça a été cité tout à l'heure, un cabinet de groupe réunit deux ou plusieurs médecins omnipraticiens spécialistes de même spécialité ou de spécialités différentes ou de disciplines différentes. Et les groupements de spécialistes de disciplines différentes peuvent être constitués à l'exclusion de la radiologie et de la biologie. On ne peut pas être prescripteur et fait par l'un des membres de la société, ça risque de générer des conflits d'intérêts. Toutefois, pour les centres de diagnostic, les groupements de radiologues et de biologistes peuvent être constitués entre eux, les radiologues ensemble et les biologistes ensemble. Quelques restrictions dans le code déontologie. Quand on est associé, quand on exerce au sein d'une société civile professionnelle, donc sa profession libérale, un associé ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale, sauf à titre gracieux, ni être membre d'une autre société civile professionnelle de médecins.
S'il est associé, il doit, effectivement, et c'est l'article suivant qui le dit, il doit consacrer tout son temps et toute son activité professionnelle pour cette société civile. Et la société doit avoir une résidence professionnelle commune. Bon, je le dis, on a été amené dans des circonstances particulières à accepter que la société, les sociétaires, en fait, qui appartenaient à deux groupes différents, lorsqu'ils constituent une société civile professionnelle pour essentiellement les équipements lourds, très lourds comme l'IRM, la possibilité d'être dans deux sociétés et ne pas être donc domicilié à la même adresse. Voilà, on arrive, ça c'était ce qui existe et très très rapidement dans notre législation, dans notre code déontologique. On assiste à cette vision nouvelle, de cette nouvelle forme de gestion. J'insiste beaucoup de la forme de gestion, beaucoup plus que l'exercice. Parce que, je vais le dire sur la diapo suivante, c'est qu'il y a deux entités, il y a l'exercice, il y a la gestion. Mais déjà, nous avons pu constater au cours des dernières années que des mutations sont en train de s'opérer dans l'exercice de la médecine moderne. Cette médecine moderne qui devient de plus en plus technique. Cette médecine moderne qui nécessite des investissements assez coûteux au niveau des équipements, mais qui nécessite aussi des charges élevées en personnel qualifié qui rendent nos cabinets médicaux de vraies entreprises économiques. Sachant que déjà nous exerçons dans le cadre de cabinets de groupe et de sociétés civiles professionnelles, on s'est dit pourquoi ne pas franchir le pas et aller un tout petit peu vers l'avant. Sachant que, comme je l'ai dit, il y a cet exercice, le cadre, l'entité, c'est l'exercice qui reste l'objet civil, c'est cet exercice médecin-malade qui respecte toutes les règles déontologiques et éthiques de notre profession, et le cadre dans lequel se fait et la gestion qui peut être considérée, qui peut être donc traitée sous la forme de société commerciale. Nous avons discuté, nous avons commencé à élaborer des projets. En 2016, nous avons consacré une réunion de coordination. La réunion de coordination réunit les ordinaux, toute la famille ordinale, le Conseil national, les conseils régionaux, et nous avons consacré une séance à cette forme donc commerciale comme on l'abordait. Et on a fini par adopter en 2018, après une large concertation avec les conseils régionaux, cette décision du Conseil national portant sur l'exercice en commun de la profession de médecin sous la forme de société d'exercice libéral. Nous sommes basés sur les références juridiques médicales qui régissent notre profession, mais aussi sur les références juridiques qui intéressent le registre du commerce, le code de commerce et le code des sociétés commerciales. Et nous avons opté pour cette société d'exercice libéral à responsabilité limitée. Effectivement, au départ, nous sommes beaucoup inspirés de ce qui s'est fait outre-mer et particulièrement en France, où cet exercice est bien codifié sous cette forme. On s'en est inspiré. Et d'ailleurs, l'un des articles, j'ai donc enlevé les articles et la dénomination, mais cet article est emprunté directement du Code des sociétés commerciales. Qu'est-ce qu'il dit cet article? La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'affecter en commun leur apport en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourrait résulter de l'activité de la société. Ça s'applique à nous. Et toute société commerciale donne naissance à une personne morale indépendante de la personne de chacun des associés à partir de la date de son immatriculation au registre du commerce. Toutefois, dans la société unipersonnelle, à responsabilité limitée, la société est constituée par un associé unique. Effectivement, pour les sociétés d'exercice libéral unipersonnel, une personne physique ne peut, il y a quand même des règles, ne peut être associée unique que d'une seule société unipersonnelle. Et une société
donc unipersonnelle, société d'exercice libéral unipersonnelle, ne peut pas être détenue, ne peut pas être par un associé sous la forme d'une personne morale. La société unipersonnelle à responsabilité limitée est une société commerciale par sa forme, quel que soit son objet. Et la société doit être immatriculée, comme ça a été dit, au registre du commerce du tribunal dans un délai de mois. Et l'immatriculation se fait par le dépôt des statuts de société et des documents prévus par la loi relative au registre du commerce. Quelques restrictions, j'en parle. Un associé, c'est comme dans la société civile, un associé ne peut exercer sous cette forme, ne peut exercer la profession de médecin qu'au sein d'une société d'exercice libéral et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle. Exception dans le cas où l'exercice de sa profession est lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe ou à l'acquisition d'équipements ou de matériel soumis à autorisation ou qui justifie des utilisations multiples. Là, on peut déroger et lui permettre la possibilité de travailler au sein de deux sociétés. Bien sûr, la société qu'on va former doit avoir, une fois constituée, ne peut être constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre des médecins. Et la demande d'inscription de la société d'exercice libéral de médecins est présentée collectivement par les associés. Le tableau de l'ordre comporte en annexe la liste des sociétés d'exercice libéral de médecins avec les indications suivantes. Le numéro d'inscription de la société, la dénomination sociale de la société, le lieu du siège social, nom de tous les associés exerçant au sein de la société et le numéro d'inscription au tableau de chacun d'entre eux. De l'autre côté, le nom de chaque associé sur le tableau est suivi de la mention membre de la société, de la dénomination sociale et du numéro d'inscription de la société. Donc, on va gérer deux tableaux, individuels et un tableau des sociétés. On en arrive à la détention de parts. Justement, dans le cadre des sociétés civiles professionnelles, la détention, c'est par des médecins en exercice qui exercent la profession. La nouveauté, ça a été critiqué par notre ami l'avocat, mais effectivement, la nouveauté, c'est qu'on veut introduire la possibilité qu'il y ait une détention d'une petite partie du capital social par des non-médecins. Je vais m'expliquer. Mais la détention du capital le plus important reste détenue dans le cadre de cet apport par les médecins exerçant dans la société. La majorité du capital est détenue par les médecins exerçant dans la société. Par contre, les médecins en état de non-exercice, les médecins à la retraite, peuvent détenir des parts sociales, mais dans la limite du tiers du capital. Quant au quart tout au plus de la société, peut être détenu par des non-médecins, à l'instar des membres de la famille des médecins en exercice, par exemple. Donc nous avons réduit, contrairement à la France, effectivement, où ils mettent ces 49% la possibilité, nous en avons mis à un niveau maximum d'un quart, pour préserver l'exercice de la médecine dans le cadre donc des exerçants principalement. Et justement, cette approche va nous permettre, peut-être dans le cadre où il y aurait un décès d'un des membres de la société, de pouvoir laisser une part limitée effectivement à 25% pour ses héritiers. Et là, c'est une forme de solidarité, une forme de reconnaissance pour les héritiers du médecin qui décède et qui était donc en pleines activités. Donc, je l'ai dit, les héritiers qui succèdent aux médecins associés qui décèdent, ou l'associé lui-même qui cesse volontairement d'exercer la profession dont la société peuvent bénéficier du statut d'associé pendant une durée ne dépassant pas 2 années à compter de la date du décès ou de la date de cessation d'exercice. Mais
au-delà de cette date, ils doivent obligatoirement proposer la vente de ces parts aux associés en exercice, tout en ayant la possibilité, s'ils étaient majoritaires par exemple, de garder quand même une petite part pour les héritiers non médecins. La dénomination, tous les documents de la société doivent comporter la dénomination sociale de la société. Et quelques donc, restrictions et cas particuliers, les sociétés professionnelles ayant la forme commerciale ne peuvent se livrer dans le cadre de leur objet à aucune activité professionnelle, sauf par l'intermédiaire de l'un des médecins associés en exercice. C'est-à-dire qu'on ne permet pas qu'il y ait des médecins sociétaires associés non en exercice. Ce qui nous ramène que les médecins associés en situation de non-exercice ou de retraite ne peuvent, dans le cadre de l'activité de la société, entreprendre aucune prestation de soins. La qualité d'associé aussi, là, elle est incompatible avec l'exercice d'une autre profession, comme pour toute autre forme d'exercice. On ne peut pas être actionnaire dans une société de conseil, dans une société de promotion de tels produits qui rentrent dans le cadre de notre exercice et être donc, il y a un conflit d'intérêts, c'est interdit et c'est punissable et c'est donc condamnable. Les membres aussi du conseil d'administration et les gérants de la société professionnelle et les membres du conseil de contrôle doivent figurer, doivent être parmi les médecins inscrits au tableau de l'ordre des médecins. C'est quelques restrictions pour garder quand même la main dans le cadre de la médecine. L'activité d'une société d'exercice libéral de médecins ne peut s'effectuer que dans un lieu unique. Ça, on l'a dit pour les sociétés civiles professionnelles. C'est aussi valable pour ce mode d'exercice. Toutefois, par dérogation accordée par le Conseil national, la société peut exercer dans plus d'un lieu d'exercice, dans le cas où elle utilise des équipements implantés en des lieux différents, ou met en œuvre des techniques spécifiques, ou lorsque l'intérêt des malades le justifie. Et dans tous les cas, ces lieux d'exercice doivent être situés dans une zone géographique assez limitée. Ça, c'est le checklist très rapidement pour la Constitution. C'est valable pour toutes les sociétés commerciales. C'est très rapide, c'est très facile à faire. Et donc, je reviens à notre esprit. Effectivement, on a été surpris parce que, encore une fois, nous avons travaillé sur le décret régissant ce mode d'exercice français. Nous pensons que c'était très simple, c'est une société d'exercice libéral dans sa forme et on s'en est inspiré beaucoup de ce mode. Malheureusement, quand on a commencé à prendre les avis, et on a eu plusieurs réunions avec le conseiller en la matière du chef du gouvernement, votre collègue ex-président Faisal Derbel, avec le directeur général des études de la législation fiscale, Madame Nancy, avec le directeur général des impôts, Sizoubaï. Bon, tous ils nous ont dit que réellement, dans notre législation d'aujourd'hui, il n'y a aucune interdiction pour que vous passez et que vous constituez vos sociétés commerciales. En poussant un peu plus loin, on a eu dernièrement une réunion, en septembre, avec les deux départements, donc la DGELF et la DGI, et c'est là où nous nous ont sorti effectivement que les sociétés d'exercice libéral en Tunisie n'ont pas de support et qu'il va falloir deux alternatives, ou bien travailler dans le cadre de ce qui existe, c'est les sociétés à responsabilité commerciale, à responsabilité limitée. Ça, c'est faisable tout de suite. Ils ont beaucoup apprécié, ils ont dit nous n'avons aucune objection. On peut passer la consigne en réponse avec votre question à toutes les administrations fiscales du pays et ils accepteront. Sinon, si vous voulez rester dans ce mode, il va falloir travailler pour adopter une loi.
Et là, c'est un autre parcours qui demanderait beaucoup plus de temps. Et je pense, nous, voilà, certainement après cette réunion, on a des éléments, on a beaucoup appris des uns et des autres. Et je pense que pour être pratique, probablement on va choisir ce qui existe et on va travailler sur le moyen et long terme pour adopter quelque chose. Réellement, sur le plan personnel, nous n'aimons pas carrément la forme commerciale, on trouve que c'est beaucoup plus élégant de parler de cette société d'exercice libéral de l'État. La dénomination est beaucoup plus soft. Bien que le fond c'est le même, c'est une gestion d'une société commerciale, mais l'objet qui restera donc civil. C'est pour assurer cette sécurité de l'emploi. Vous avez bien noté que je n'ai jamais parlé d'avantages fiscaux. Je n'ai jamais parlé d'avantages fiscaux, et c'est ce que j'ai fait avec l'administration fiscale. On n'en parle pas. C'est pas ça le cheval de bataille, c'est la sécurité, c'est la forme qui donne une aisance pour nos collègues, pour la suite, pour la sécurité, et c'est ça sur lequel nous avons accès, et ça a été beaucoup apprécié par l'administration. Ils sont même allés dans notre sens en disant effectivement que quand vous aurez des problèmes, ça c'est un mot. Donc, point vide, ils ont adhéré à cette démarche. Donc, avant de finir, j'annonce que nous, l'Ordre des médecins va commémorer le 60e anniversaire. On va le faire la semaine prochaine, le 7 décembre, à Tunis, entre 17h et 21h. Nous avons donc 60 ans d'existence, une donc, institution bien battue. Et c'est peut-être la raison pour laquelle nous avons énormément de projets à accomplir. Vous êtes tous invités donc à assister à cette donc, commémoration. Voilà, merci. Il y a des questions dans la salle. Pardon. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a une méconnaissance juridique, aussi bien du Conseil de l'ordre que des experts, en ce qui concerne les sociétés privées. Ça. Je vais vous exposer un cas réel, mais mon parcours pour avoir une salle. Professeur Mohamed Tobi, ex-chef de service d'exploration fonctionnelle du système nerveux à l'hôpital Saint-Loup, et à la retraite. Et en préparant ma retraite, j'avais l'idée d'avoir un centre équivalent de Saint-Loup, mais en privé. Et mon idée, c'était de faire une salle. Parcourons les degrés, le décret de 2007 du ministère de la Santé publique proposait tous les centres de rééducation, centres de médecine physique, centres d'exploration neurologique, centres. Et tenant compte de ce décret, donc, j'ai préparé le cahier de charge et tous les papiers, et bien sûr le cabinet de comptable m'a conseillé de me présenter à l'API. Alors, je dépose tous les papiers à l'API. Et l'API me demande le cahier de charge de ce centre. J'écris au ministère de la Santé publique demandant le cahier de charge de ces centres depuis 2007. Alors qu'on me répond, selon le texte de 1991, vous n'avez le droit d'exercer que en tant que personne physique, cabinet de groupe ou société civile professionnelle. Je leur dis, mais je connais ça. Moi,
je veux faire un centre sous forme d'une salle. Vous ne m'avez pas répondu à la question du cahier de charge. Et la fille me demande, j'ai encore envoyé un autre courrier demandant le cahier de charge. Vous pouvez me répondre, est-ce que le cahier de charge existe ou s'il n'existe pas? Donnez-moi une réponse comme quoi le cahier de charge n'est pas encore établi par le ministère de la Santé publique. Ah, aucune réponse pendant 2 mois. Ce qui m'a obligé à ouvrir un cabinet en tant que personne physique, avec des équipements lourds, ce qui m'a, bien sûr, je n'ai pas pu bénéficier, par exemple, du privilège fiscal, parce que la loi ayant changé, on n'accorde plus de privilège fiscal pour les cabinets de médecins, de médecine physique, de personnes physiques. Après moult reprises, et bien sûr, j'ai été obligé d'aller dans le Mouafak al-Bidal pour exposer le cas. J'ai demandé un cahier de charge. Le ministère me répond sur le mode d'exercice. Après, Bartol, il n'y a pas de cahier de charge. Et j'ai pu avoir maintenant mon centre en tant que salle. Le deuxième point, en tant que salle, maintenant, je voudrais exercer en tant que médecin au SAR. Donc, vous êtes gérant maintenant. Je suis gérant. Alors, le problème, où se pose le problème? Le problème avec la CNAM. Avoir un code CNAM depuis le mois de mai. Depuis le mois de mai. Dans leur rubrique, il n'y a pas salle. Il y a société civile professionnelle. Je leur dis, je ne gère pas une société civile professionnelle. Je gère une salle. Et tout le dossier. Et à ce jour, je n'ai pas encore vu le code CNAM parce que les médecins vont travailler dans ce centre, etc. Voilà. En fait, c'est très facile de faire une salle. Excusez-moi, Monsieur le Président. C'est très facile de faire une salle, une société à responsabilité limitée, médicale. Il suffit d'appliquer le décret de 2007 et d'imposer au ministère de la Santé publique d'établir les cahiers de charge pour ce centre. Les centres spécialisés, ils font partie في حوايج احنا نحبوا نعموه اكثر على l'exercice médical même au cabinet. Mais je suis désolé, Monsieur le Président. Si depuis 2007, le décret existe et qu'il n'y a pas encore de cahier de charge, et le Conseil de l'ordre, n'importe qui, نجاوبك على الفكره هذه ومن بعد نشوفوا مدخل اخر. راهو لي سونتر سبيسياليزي فيه افكتيمون ديكري ولا اريتي جو ما رابيل با ديكري اريتي واللي هو تخدم في الوقت هذاك وفيه اون ليست ليميتاتيف دو سيرتان سبيسياليتي واللي ينص على معناها تحضير الكايتشات. اخر ما تنساش عندي كل المعلومات. Excusez-moi une seconde. Maintenant, quand je veux mettre ce centre sous l'égide du Conseil régional, du Conseil de l'ordre, je me dis non. ما أنا شكون التوكل خلينا نحكيو معاك شوية ما تنساش. سير البلان براتيك قلت لك هذا يخضع وناقص وهو بيدو هل الاريتي هذا بقى ماهوش طايب وناقص ولي كايت شارج تخدموا وتخدم كايت شارج دون لا جلوباليتي دي سونتر سبيسياليزي وبداو في 3 سبيسياليتي وحضروا et n'ont jamais été publiés jusqu'à aujourd'hui. من 2008-2009 j'étais à l'époque aussi au Conseil national et je me rappelle très bien un de mes prédécesseurs qui fait يخدم على les sociétés
savants spécifiques à chaque centre spécialisé. Donc le problème, ça c'est un problème, on va travailler. Mais au niveau de toutes les instances, c'est vous, c'est le conseil qui refusez, c'est vous les médecins qui refusez pendant des années le travail et l'exercice sous cette forme. Vous nous dites aujourd'hui que vous acceptez, bien sûr on va vous aider. Donc les autorités n'ont pas d'objection, c'est que nous devons fournir un effort, nous devons nous concerter, préparer les textes, etc. Et c'est ce que probablement on va le faire. ما عندناش une objection كبيرة, mais il y a du travail à faire. احنا d'ailleurs عندنا la loi 91-21 اللي هي en chantier depuis plusieurs années, وعندنا un projet assez avancé. L'article اللي ماشي يقلقنا ماشي يقلقنا. Tout simplement, le code déontologique يحكي في l'article نتاعو 87 ولا اللي هو يحكي على les 3 modes, مش تولي فيه une société d'exercice libéral. C'est pas difficile, mais l'essentiel c'est qu'aujourd'hui nous soyons convaincus de ce nouveau mode, que nous l'adoptions, que nous l'acceptons. هذا هو الواحد نتاعو. Voilà. أي كلامك سي منير en qualité d'expert comptable نحكي مع الدكتور مش مشكل. au niveau fiscal كي باش تمشي للعباد تمشي دور كنترول باش تحل اون سوسيتي صار راه ما يحلكش اون جينيرال ما يحلكش يقول لك سيدي بروفيسيونيل يقول لك استنى شو خاطر يطبق ملول في الاستاتيو وفي الاكور نتاع الكنوم. هي المشكله في الكنوم كانت مش في الاداره. سافري عنده حق راه مشكله في الكنوم. الكنوم شنو قاعد يصير في البراتيك؟ يجي بليزيور كا يمشي الاستاتيو نتاع سوسيتي سيفيل بروفيسيونيل للكنوم يعطيونا الكنوم سوسيتي سيفيل بروفيسيونيل عاديه. ناخذوا دونك نحلوا سوسيتي اون طونك سوسيتي سيفيل بروفيسيونيل بعد مديده نتحايلوا شويه على القانون ونبدلوها صار وتبقى تخدم صار للشركه والبيرو كنترول ما يفيقش ما بيناتنا وتعدلت قداش مره ولا وتخدم على روحها المساله الشركه. والمشكله راهي في الكنوم. وكما قال سي منير تو الرجال معنا المدير نتاع الرجال قلت لهم اذا كان انتم توافقوا ما عندناش مشكله خاطر الفيسك راهو يحكم تولي وصار معناها خير هو بالنسبه له هو فوزيت بلو كونترولابل ان طونك اس ار ال خير من بيرسون فيزيك وسورتو فورفيتير ما عادش يحب الفيسك ريجيم فورفيتير للميدسان. L'API s'en fout complètement du clan ou du clan. Non. L'API demande le cahier de charge du ministère. Elle ne demande pas. دكتور شميل. fait une responsabilité civile, une responsabilité pénale. La responsabilité pénale, pourtant, doit être étudiée ou dans le premier ou dans le deuxième. Parce que, par exemple, il risque effectivement d'avoir des problèmes. Il risque d'être effectivement au niveau des tribunaux, être jugé, par exemple, en tant que gérant de SAR pour 2, 3, 4 mois. Et donc, généralement, radié aussi du conseil. Donc, il faut peut-être travailler avec les SAR momentanément. Mais essayer de faire en sorte que l'autre loi pour ce régime peut-être et qui voit un peu ce côté, parce que sinon, toute société doit avoir des conflits entre les sociétaires, les héritiers et les médecins. Et donc ce côté-là, c'est ce côté-là que le Conseil de l'ordre a depuis des dizaines d'années refusé que ce problème-là de conflit, etc. Voyez, et ça c'est très important et ça fait peur aussi, même peur pas pour mais peur effectivement au niveau de l'exercice de la médecine en tant que conseil de l'ordre, tributaire de l'éthique, bien sûr, tributaire de fonction, etc. Je vous remercie. Pour la responsabilité pénale de gérant d'une salle, je vais bien préciser que la responsabilité est engagée qu'en cas d'un acte anormal de gestion. Donc,
un acte anormal de gestion, c'est des manipulations frauduleuses faites par le gérant pour, par exemple, donc les médecins, généralement, ils n'ont pas intérêt et ne font pas généralement ce type de manipulation, à ma connaissance. Docteur, l'exercice est très grave. Deux qui ont demandé, docteur Samir, on va... Pour dire, est-ce que vous êtes pour la suppression de l'article du code de déontologie, de la médecine et d'un but non lucratif? Oui, on va exercer la médecine comme avant, on ne peut pas être exercé comme le commerce. C'est-à-dire, nous le défendons coréen. Juste une question, oui. Pour les médecins, les associés non-médecins, je veux savoir, oui, je suis là. Simoni. Docteur Sri, nous sommes actuellement confrontés à deux situations en tant que médecin de libre pratique, deux aspects de la médecine. Il y a l'aspect de la médecine humaniste, on est confronté à des gens qui souffrent, à des gens qui sont en difficulté financière, et de l'autre côté, à la médecine, à la fiscalité qui ne comprend pas l'aspect humaniste de la médecine. Alors il y a une espèce de comportement schizophrénique. On est obligé de faire face à des malades en difficulté, et de l'autre côté, le fisc, la pression fiscale devient de plus en plus difficile à gérer. Et ces messieurs du fisc ne comprennent rien. Vous avez ouvert un cabinet, vous recevez tant de malades, il n'y a pas de côté humaniste. Et j'ai beau expliquer qu'il y a des malades qui viennent en pleurant en disant « je ne peux pas payer 40 dinars, je ne peux pas, je n'ai que 10 dinars, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Un autre se présente en disant « je ne peux pas vous payer, vous me donnez mes médicaments » ou il avait sa sœur devant lui, il a failli l'étrangler. Ou bien vous me donnez mes médicaments, ou bien je commets un acte répréhensible. Donc, nous sommes confrontés à des difficultés avec les malades et une incompréhension du côté du fisc. Comment faut-il gérer cette incompatibilité? Bon, ce n'est pas l'objet de la séance. وإنما تشوفوه مع الأخوة في النقابة تاع القطاع الخاص الممارسة. ما عرفتش خاطر تقولوا هذيك خاطر عندي راه زوز هنا. لا دكتور كليفة من بعد. دكتور شتوت. Je voudrais faire une remarque en ce qui concerne les sociétés d'exercice libéral. On n'a pas assez insisté sur l'importance des statuts qui sont visés par l'ordre et qui donnent des garanties vraiment extraordinaires. Quand on voit les textes réglementaires qui, en France, on ne trouve pas plus que ce qu'a exposé Dr Marni. Et en revanche, les statuts types qui sont le passage obligatoire pour les sociétés d'exercice libéral sont extrêmement restrictifs et présentent une variation assez importante pour chaque spécialité selon ses spécificités. Et offrent des garanties qui sont suffisantes pour tout ce qui est transmission, tout ce qui est héritage, donne des limites de temps pour régler ces problèmes-là qui sont assez courts. Donc sur ce point-là, je pense qu'on a assez de garanties. Un autre point que j'aurais aimé soulever pour les avantages des SARL et surtout des SUAR, des sociétés unipersonnelles d'exercice libéral, parce que là, quand on voit les exposés, on a l'impression que ça ne concerne qu'une marge, une minorité de médecins qui utilisent des moyens techniques élevés comme des radiologues ou bien des propriétaires de centres médicaux assez importants, mais cette évolution pourrait aussi concerner la majorité des médecins qui sont en exercice individuel et où il n'y a pas de matérialisation de cet exercice individuel. C'est-à-dire que maintenant, pour être concret, un médecin généraliste ou spécialiste qui exerce individuellement sans moyens techniques importants dans son cabinet, il ne peut pas céder son cabinet.
En cas de décès, ces héritiers ne trouveront rien à vendre, rien à récupérer. Si on lui ouvre la porte vers la société d'exercice libéral ou la société unipersonnelle d'exercice libéral, il pourra à ce moment-là vendre quelque chose. Il pourra aussi s'associer avec les jeunes à l'approche de la retraite s'il veut réduire son activité. Il y a toute une palette de possibilités qui vont s'ouvrir à l'exercice médical et que je pense seront positifs pour l'ensemble des médecins et pas seulement pour une frange qui utilise les... Tout à fait, Samir. Pour la vente de notre projet, on a axé sur dire que ceux qui sont coûteux, une fois ça passe, on a dit l'unipersonnel va passer et pour toutes les spécialités. Juste une dernière remarque, c'est que l'état actuel des choses, comme l'a aussi bien remarqué notre invité, c'est que les SARL dans le domaine de l'exercice médical existent actuellement en Tunisie et sont très nombreuses. Et le fait que ça soit dans l'ordre de l'ordre et l'ordre des recettes de finances, etc., font que c'est un Far West, il y a tout n'importe quoi, il y a tout et n'importe quoi a été fait. Et si jamais on arrive à une société d'exercice libéral, voire même SARL à objet civil, ça nous permettra de remettre la main sur toutes ces sociétés-là qui ont fait du n'importe quoi pendant des dizaines d'années. Merci. Très bien. Docteur Télé. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier le président du CROM de Sousse et tous les membres du CROM de nous avoir conviés à cette journée et surtout d'avoir choisi ce sujet et essentiellement aussi d'avoir invité nos amis avocats et experts comptables qui nous ont aidés beaucoup de temps. Monsieur le Président du Conseil national a bien précisé qu'il n'a pas abordé le problème fiscal. Mais le départ de ce projet, c'était l'insistance des médecins sur le problème de fiscalité. Si j'ai bien compris, d'après l'intervention des experts des avocats, l'avantage fiscal à travers ces sociétés d'exercice libéral sera surtout pour les spécialités qui ont un investissement lourd et qui réinvestissent, c'est-à-dire qui ne prennent pas de dividendes. Donc le bénéfice fiscal, apparemment, ce n'est pas certain. Le deuxième point, et qui me tracasse, c'est le fait qu'il y ait des associés non médecins. Je pense que si les experts comptables ont écarté ça de leur projet, c'est qu'il devait avoir bien une raison. Et monsieur l'avocat qui a présenté une communication a bien précisé qu'il y a un vide juridique. On dit que les non-médecins auront une petite part. Qu'est-ce qui empêche un non-médecin actionnaire d'une société à acheter des actions d'un médecin qui est aussi actionnaire? Parce qu'on sait que les actions se vendent de gré à gré. Il n'est pas obligé de... Donc je crois qu'il faudrait bien réfléchir sur ce point d'actionnaire non-médecin. Et je vous remercie. أنا جست أنا نجاوب يظل هما المفروض les experts et les autres كي ماشي بيع راه ماشي بيع في التحقيق راه يفو كو سو سوا كونفور في معناها بالاكور des autres sociétaires etc. Et ce principe encore une fois اللي في فرنسا حاطين 50 ولا 49% احنا حاطين 25% spécialement pour réduire ce risque là et pour garder la société et la main entre les médecins exerçants. Merci. Bon, je me suis mal exprimé, j'ai un peu été mal compris. Là où je plaide en faveur des sociétés commerciales. Le gain en matière fiscale, il est là, il existe. Il y a une optimisation fiscale. Au-delà de 50-60 000 dinars, le bénéfice, il y a un gain. Le gain, il est beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant s'il y a un engagement d'investissement matériel. Donc l'écart, les cours vont devenir beaucoup plus importants. Ça sera
pas très logique de rester dans le cadre d'une société. Je pense que ce ne sera pas logique de rester dans une entreprise individuelle tant en investissant dans le matériel. D'ailleurs, ce qui a été fait dans la pratique, c'est que les centres de radiologie ont pratiquement créé des stars et des sociétés. Ce que je ne critique pas la démarche du CNOM, au contraire. Je pense que ce mode d'exercice est très important et vu les intérêts qui se jouent maintenant, c'est primordial d'y aller dans ce sens. Par contre, face à l'inexistence d'une réglementation, j'ai peur des dérives qui peuvent exister. C'est-à-dire que, comme l'a expliqué mon collègue, même si l'ordre va contrôler au départ, après il ne pourra pas contrôler le changement, l'intégration du capital d'un nouveau actionnaire, le contrôle sera beaucoup plus difficile. Vous ne pourrez même pas faire des sanctions en absence de règles juridiques. Cette décision de sanction, de fermeture de société sera automatiquement donc attaquée en justice et ils auront probablement un gain de cause face à une décision disciplinaire sans réglementation. Même si, comment vous proposez c'est ça le problème, c'est ça comment on propose de régir ce mode d'exercice? C'est à travers un statut type, dans l'état actuel des choses. Or, le statut type, les actionnaires demain, les associés pourront, avec une assemblée générale extraordinaire, modifier les... Le déposer chez nous. Oui, mais... S'il ne le dépose pas chez nous, il sera justiciable sur le plan ordinal disciplinaire. Et c'est écrit. Tout document présenté, validé, visé, ne doit être changé nulle part. S'il doit être changé, voilà, il doit être remis au conseil. Ça, c'est... Donc, le jour où on aura une sanction, mais le principe de sanction avec un texte. On ne peut pas faire une sanction sans texte. Juste ça le problème. سامحني maître Zied, juste par rapport à notre expérience au niveau de l'ordre des experts comptables. Donc la chambre disciplinaire, elle est normalement qui va sanctionner en fait, par exemple, toute modification, les membres qui n'ont pas fait l'objet de modification et qui n'ont pas annoncé ça au l'ordre, ça ne fonctionne pas. Ça n'a jamais fonctionné. Allez, pourquoi? Parce que aussi le problème du mystère du tutelle. Aussi les confrères et les consoeurs qui piochent la chambre disciplinaire ou le conflit entre les membres du conseil. Ça n'a jamais fonctionné. Donc il y a toujours des dérives, mais il faut toujours trouver une solution pour pouvoir pallier. Et on n'a pas une commission de contrôle qui est assez importante au niveau de l'ordre, là il va y avoir toujours des répercussions. Le temps presse, les organisateurs nous ont demandé de lever la séance. À la fin de la pause café, une question. Du point de vue pratique, le point de vue pratique de lundi, est-ce qu'on peut demander... Il faut attendre, la décision sous cette forme d'exercice libéral. On va sortir une décision incessamment, ça on va le faire peut-être au cours des 15 prochains jours, sous la forme commerciale. C'est la décision de loi. Pour comparer l'investissement. Ah, je